Saviez-vous que les inégalités s'accentuent en Europe puisque les travailleurs les mieux payés gagnent 5 fois plus que ceux qui touchent le moins ? Pour éclaircir les choses, prenons cette bande élastique. Les inégalités se creusent quand les revenus les plus élevés augmentent plus rapidement que les revenus les plus faibles. Cette hausse lente des plus bas salaires, c'est le principal problème auquel l'Europe est confrontée depuis la crise financière. Là où cet écart est le plus important, c'est par exemple en Roumanie ou au Portugal, mais il est aussi visible en Italie et même en Allemagne. Faisons le point sur la situation actuelle en Europe. Le salaire minimum n'est pas le même pour toutes les familles d'Europe. Les Müller vivent dans des pays où l'on gagne 1 450 € ou plus par mois. Les Potamiano, eux, sont payés entre 650 et 900 €. Tandis que les Badita reçoivent 500 €, voire moins. Anne et Jody Newman touchent moins que leurs collègues masculins. L'écart salarial homme-femme est de 16,2% dans l'Union, mais de plus de 25% en Estonie pour Anne et de 5,2%, son taux le plus bas en Roumanie pour Jody. La famille Newman, présente dans toute l'Europe, travaille comme la plupart des Européens dans les services, souvent synonymes de salaires plus élevés. La croissance portée par la consommation génère de nombreuses créations d'emplois, pour Steve Newman par exemple, mais souvent avec des rémunérations faibles. Pour gagner plus, Steve, entre autres, veut s'installer à l'étranger. Steve a de fortes chances d'être payé moins de 9 000 € par an dans l'Est de l'Europe ou au bord de la Méditerranée, mais plus de 25 000 dans l'Union européenne à 15. S'il réussit à faire partie des 1% de salariés les mieux payés en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Italie, il pourrait gagner plus de 62 000 € par an. Sur la totalité des emplois créés en Europe depuis 2013, près de 3 millions appartiennent à la catégorie des salaires les plus élevés. Environ 800 000 à celle des rémunérations moyennes et quelques 1,5 million à l'échelon le plus bas. Cette tendance concerne toute l'Europe, de l'Autriche à la République tchèque en passant par les Pays-Bas et même la Lituanie, un pays que les jeunes quittent en masse pour partir à l'étranger en quête de meilleurs revenus. Charlotte Kahn s'est rendue non loin de là en Lettonie où l'on tente, en augmentant les salaires, de retenir les jeunes générations ô combien essentielles au pays. Ces jeunes, ici à Riga, ont décidé d'établir leur carrière dans leur pays. Un choix pas toujours évident. En effet, en Lettonie, les salaires sont bas. À 4 € de l'heure, c'est 3 fois moins que le taux horaire moyen de l'Union européenne. L'inégalité des revenus y est également plus élevée que dans le reste de l'Union. La jeunesse quitte donc petit à petit le pays pour trouver de meilleures opportunités ailleurs. Cette année, le gouvernement letton a augmenté le salaire minimum à 430 € par mois, façon d'aider les foyers avec les plus faibles revenus. Car en termes de salaire et d'emploi, la Lettonie est un pays profondément divisé. Si on mesure les revenus en regardant le PIB par habitant, le niveau à Riga sera similaire à celui du Royaume-Uni en moyenne. Mais dans les provinces de l'Est, à 4 heures de route d'ici, le niveau de PIB par habitant ressemblera à celui de l'Afrique du Sud. Le taux de chômage à Riga est d'environ 4-5%. À Latgale, c'est environ 18%. Les perspectives d'emploi, de carrière et les niveaux de revenus sont bien inférieurs à ceux du Royaume-Uni, de l'Allemagne ou de la France. On devient un peu un pays de vieux. Pour inciter la jeunesse à rester, la Lettonie mise sur l'éducation. Son impact sur les perspectives d'emploi et de salaire y est plus important que dans de nombreux autres membres de l'Union. D'où l'importance de former davantage la population et tout particulièrement dans des secteurs prometteurs comme les nouvelles technologies d'information et de communication. C'est une industrie en pleine croissance. Le gouvernement investit parce que les règles du jeu, les règles commerciales, les lois fiscales sont compétitives, plus compétitives que dans nos marchés cibles. Donc nous pouvons plus facilement nous imposer au plan international. Les perspectives pour une entreprise des nouvelles technologies comme la nôtre en Lettonie sont 100% positives. Des salaires plus élevés, plus de formation pour de meilleures perspectives d'avenir et même un ministère de la diaspora pour mettre un terme au flot de jeunes qui quittent le pays. La Lettonie tente de mettre en place des solutions pérennes pour offrir à sa jeunesse un meilleur futur et sauver sa population d'un déclin inexorable.
Que font les différents pays européens pour s'attaquer aux inégalités? À Bruxelles, recueillons le point de vue du secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, CES. Luca Vicentini, nous vous avons demandé d'apporter un objet qui pour vous représente les inégalités. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce joli petit vélo. C'est le premier cadeau que j'ai reçu après mon élection au secrétariat général de la CES en 2015. Et c'est un symbole de mon chemin vers l'égalité. Je dois pédaler, pour ainsi dire, pour atteindre l'égalité, et j'ai décidé de mettre dans le panier du vélo ma carte de sécurité sociale belge, qui n'est pas quelque chose que tout le monde peut avoir et dont tout le monde peut bénéficier. De ce point de vue, c'est un autre symbole de la longue route que nous devons parcourir pour aboutir à l'égalité réelle, y compris dans un pays très développé comme la Belgique, en termes de protection sociale et de droits sociaux. Pensez-vous vraiment que les inégalités aient un effet sur la croissance des économies? Absolument. Elles nuisent à la productivité, à la compétitivité, à la performance du marché du travail. C'est dommage que les États doivent dépenser beaucoup d'argent pour soutenir les travailleurs précaires, ceux qui ne peuvent pas toucher leur retraite à la fin de leur carrière, ceux qui n'ont pas les allocations chômage, ceux qui sont avec leur famille dans une situation de pauvreté. Il est certain que ces personnes-là doivent être soutenues par l'aide publique, mais cela réduit les ressources disponibles pour l'investissement. C'est un cercle vicieux qui détruit le potentiel de croissance des économies. Selon vous, le problème est-il aussi lié à une fragilisation de la négociation collective à travers l'Europe? Le problème, ce n'est pas que les syndicats seraient moins forts, c'est que les dispositifs de négociation collective ont été attaqués par les mesures d'austérité pendant la crise. Et le fait qu'ils aient été démantelés a fragilisé les syndicats, mais aussi les organisations d'employeurs. Et quand les partenaires sociaux sont faibles, c'est très difficile d'accompagner l'évolution des économies pour aller vers une réduction des inégalités. On comprend que vous disiez cela en tant que chef de file des syndicats en Europe. Mais si on se place au niveau international, la mondialisation met par définition les salaires sous pression. Dans les coûts de production et d'exportation, la part représentée par les salaires est très faible, de 5 à 15%. Tout le reste, c'est de l'investissement dans les technologies, l'innovation, la numérisation, l'automatisation des procédures, la qualité de la production. Cela fait la différence en termes de compétition mondiale. Les exportations ne représentent que la moitié du tableau. L'autre moitié, c'est la consommation intérieure. Si on augmente les salaires en suivant la hausse de la productivité, on encouragera les exportations et la demande intérieure. Et on rendra notre modèle de croissance économique durable sur le long terme. Si les partenaires sociaux font partie du tableau, ils pourront faire partie de la solution. Si on y arrive, on pourra redonner confiance en l'Union européenne. Ce serait intéressant à voir. Luca, merci beaucoup. Je pense aussi. Merci beaucoup. Et merci à vous de votre attention. Depuis Bruxelles, à bientôt.